Peut-on parler de stratégie de non-alignement des pays africains sur les décisions prises contre la Russie? On a vu en effet qu'un grand nombre d'États africains se sont abstenus ou n'ont pas pris part au vote de l'Assemblée générale des Nations unies visant à condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine. On a également constaté que les votes étaient extrêmement dispersés lors du vote concernant le statut de la Russie au sein du Conseil des droits de l'homme. Et enfin, la conférence donnée par le président Volodymyr Zelensky devant les chefs d'État de l'Union africaine a simplement enregistré la participation de 4 d'entre eux. Donc on voit en effet que l'Afrique ne souhaite pas se positionner en s'alignant sur les positions prises par ses partenaires occidentaux dans le cadre de ce conflit. Mais la décision prise par l'Ukraine de lancer un sommet entre l'Ukraine et le continent africain démontre que l'obtention des voix ou du soutien de l'Afrique va devenir de plus en plus important, notamment dans le cadre des enceintes multilatérales aujourd'hui. Pourquoi certains États africains adoptent-ils une posture favorable à la Russie? Je pense qu'il est tout d'abord extrêmement important de se rendre compte que la plupart des États africains aujourd'hui cherchent à diversifier leurs partenariats. C'est très clair, notamment en ce qui concerne le marché des armements, sur lequel la Russie est particulièrement bien positionnée, puisqu'il s'agit de l'un des principaux fournisseurs d'armes sur le continent, à la fois en raison du caractère très abordable du coût de ces matériels, mais également de leur forte adaptabilité au contexte local de par leur rusticité. Cependant, il y a aussi des raisons qui, du côté de la Russie, expliquent ce regain d'intérêt. On voit en réalité que les Russes développent aujourd'hui une sorte de diplomatie et de stratégie d'opportunité qui leur permet de s'insinuer dans les failles laissées par les partenaires occidentaux traditionnels. C'est particulièrement clair dans des pays comme la République centrafricaine ou encore dans un pays comme le Mali, où l'on voit que la Russie réactive un certain nombre de méthodes qu'elle avait pu utiliser du temps de la guerre froide en termes de propagande ou en termes de campagne anti-impérialiste et anti-colonialiste, qui trouvent un écho particulièrement favorable dans le cadre de ce qui est considéré comme un échec des interventions militaires françaises, qu'il s'agisse du terrain centrafricain ou du terrain malien. Comment développer la politique de souveraineté des pays africains en matière de sécurité et de défense? Aujourd'hui, je pense qu'il existe une véritable fenêtre d'opportunité pour que les États africains développent des politiques de sécurité qui correspondent aux environnements locaux, c'est-à-dire à la fois sociétaux, politiques, sociaux, anthropologiques, qui sont extrêmement difficiles à saisir pour tout partenaire extérieur. La Russie, à mon avis, ne dispose pas de davantage de clés de compréhension des dynamiques sécuritaires et politiques locales que ses adversaires du camp occidental. Seuls les États africains disposent des clés de compréhension de la complexité des mécanismes de gouvernance et de régulation qui gouvernent à la fois les dynamiques politiques, mais aussi sécuritaires sur le continent. Donc, les partenaires extérieurs pourront, bien entendu, apporter un soutien si les options favorisées par les États africains eux-mêmes correspondent soit à leurs valeurs, soit à leurs intérêts, mais il ne faut pas inverser la dynamique, comme cela a été trop souvent le cas, et considérer que ce sont des solutions
importés de l'extérieur, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse des États-Unis, qui apporteront des solutions à la crise sécuritaire que connaissent un grand nombre de pays africains. On l'a vu sur d'autres théâtres, les solutions standardisées promues par les acteurs internationaux se sont révélées absolument incapables de résoudre la plupart des crises que l'on a connues récemment.